du coup de l'Inclusiscore, l'Inclusiscore qui du coup est soutenu par le ministère de l'Éducation, la DILCRA, la Fondation de France, le groupe UP, l'ANCT et Quorum, un projet porté par du coup le mouvement associatif pour faire valoir l'inclusion dans les associations et permettre aux associations d'être plus inclusives. Ce soir, donc, nous aborderons le thème de l'inclusion numérique avec Frédéric Ponder, Jérémy Lavaux, Juliette Caron, mais aussi Guillaume Pradelier et Thomas Gallet. Et je vais tout de suite, du coup, les présenter. Donc, présenter l'ordre du jour. Donc, l'Inclusiscore sera présenté par Frédéric Ponder. Puis nous aurons du coup une présentation des enjeux par la MEDNUM avec Guillaume, quelques apports méthodologiques par Juliette du coup de Solidatech et différents témoignages donc par Jérémy pour les sages et Thomas pour les petits frères des pauvres. Entre ces différents temps, il y aura des temps de questions et réponses pour ne pas perdre les questions dans le chat. Je vous invite à utiliser l'onglet Q&R qui se trouve juste à côté de l'onglet discussion. Et Mehdi et David, du coup, mes collègues, se chargeront de sélectionner, synthétiser les questions pour les proposer à nos intervenants et intervenantes. Ensuite, Frédéric, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Anna. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais commencer par une présentation un peu générale autour de l'Inclusiscore avant qu'on rentre davantage dans les sujets inclusion numérique. Donc pour vous brosser rapidement ce que c'est que cet outil qu'est l'Inclusiscore et d'où ça vient. Voilà. Donc, vous voyez le site, l'adresse du site qui s'inscrit, www.inclusiscore.org. Alors, pourquoi on en est venu à cet Inclusiscore? Des travaux de la commission engagement du mouvement associatif. On s'est dit que c'était important de travailler sur les associations ouvertes et ouvertes à toutes et tous, et en partant de quelques constats largement nourris par diverses études qui montrent très clairement qu'il y a des inégalités de toutes sortes qui influent sur l'engagement dans les associations, déjà, que ce soit à l'origine sociale, des inégalités territoriales dans l'accès à l'engagement, un bénévolat qui peut être plus masculin dans certains secteurs associatifs, plus féminin dans d'autres. Bref, si les associations sont normalement des espaces ouverts, en réalité, il y a déjà avant l'engagement un certain nombre d'inégalités qui freinent les accès. Au sein des associations elles-mêmes, il y a aussi certaines pratiques qui peuvent renforcer ces inégalités avec des responsabilités associatives qui vont rester un peu fermées, de l'absence de délégation de la part de certains dirigeants parfois, un manque de renouvellement ou des pratiques qui ne permettent pas vraiment l'accessibilité, une accessibilité très large, une entrée dans le projet associatif, ou la recherche de bénévoles qui ont des compétences particulières, par exemple, etc. Et puis des questions liées à l'ouverture qui peuvent ne pas être posées en fait au sein de l'association, dans le cadre du fonctionnement interne et dans le cadre de la gouvernance, que ce soit les questions liées à la parité, à l'homophobie, au racisme, etc. Donc, sur la base de ces constats, on a souhaité essayer de travailler le moyen d'y répondre et de faire progresser collectivement les acteurs associatifs qui veulent s'y engager. Alors, évidemment, on a commencé déjà par se dire, bon, une association inclusive, c'est quoi pour nous? La première chose, c'est qu'évidemment, on travaille dans le périmètre du projet associatif. Une association inclusive, c'est en tout cas la définition qu'on a voulu se donner, c'est une association qui est ouverte à toutes les personnes qui vont exprimer l'envie de s'engager dans son projet associatif, d'où qu'elles viennent et quelles que soient leurs compétences. Et ça ne peut se faire qu'au travers de pratiques collectives qui soient adaptées à cet accueil ouvert et à la diversité des profils. Et puis, l'étape suivante, c'est aussi une association qui s'adresse volontairement aux personnes les plus éloignées des démarches d'engagement et donc qui développe pour ça des pratiques volontaristes pour réussir à s'ouvrir et à associer le plus largement possible avec une volonté d'émancipation individuelle pour chacun au sein de l'association.
Et notre postulat de départ, c'est que clairement, il y a évidemment deux bénéficiaires à l'inclusion. C'est celui qui est inclus, c'est ce qu'on peut se dire spontanément, mais c'est aussi celui qui a la capacité d'inclure parce qu'il va travailler, l'association en l'occurrence, et ceux qui la font vivre vont travailler sur leur pratique et donc progresser eux aussi et bénéficier de ce travail. Donc sur cette base-là, la commission engagement du mouvement associatif et le mouvement associatif ont souhaité mettre en place un outil qui est donc l'Inclusiscore, un outil d'autodiagnostic. Tu peux passer à la diapo suivante, Anna. Un outil d'autodiagnostic qui permet à chaque organisation d'évaluer son projet, à la fois son projet associatif, son ouverture, sa gouvernance, sous l'angle des questions liées à l'inclusion. Donc, c'est un outil d'autodiagnostic, un outil d'évaluation d'une certaine façon, mais c'est surtout, ce que l'on souhaite, c'est surtout que ce soit un outil pédagogique, en fait, qui permette à chaque association d'engager une démarche de questionnement interne. On va le voir un peu plus loin. L'Inclusiscore, ça permet d'avoir une photo des pratiques à un instant T, mais ça permet aussi derrière d'avoir accès à un certain nombre de ressources et surtout de se poser un certain nombre de questions qui peuvent permettre de progresser. L'intérêt de l'outil, c'est de l'utiliser plutôt en collectif, en fait. C'est que ça ne soit pas... alors, toutes les parties prenantes de la session peuvent y répondre, mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'y répondre ensemble, en collectif, pour pouvoir ouvrir des discussions et un champ de réflexion. Donc, l'Inclusiscore se décompose en 3 parties. Il y a 22 questions en tout autour de 3 thématiques. Un regard sur le projet associatif, d'abord. Et ça veut dire on va avoir des questions autour de l'accueil des bénévoles, la capacité à interroger le projet, à le faire évoluer, mais aussi la mobilité et l'inclusion numérique. Enfin, comment on encourage la mobilité et l'inclusion numérique, par exemple, qui est le sujet qui nous concerne davantage aujourd'hui. Une deuxième partie qui est un regard sur l'ouverture à tous et toutes. Donc là, on va traiter de la façon dont le sujet de la parité est abordé, l'homophobie, le racisme, les diversités en termes d'origine sociale. Comment est-ce que ça s'est abordé par l'association? Est-ce que c'est abordé par l'association? Parce que c'est ça la première question. Et si oui, comment est-ce que ça l'est? Et puis un regard plus spécifique sur la gouvernance. Est-ce qu'il y a des réflexions sur des gouvernances plus horizontales? Est-ce que les questions du renouvellement sont traitées? Est-ce que là aussi la question de la diversité au sein de la gouvernance est abordée? Voilà. Donc pour chacune des questions, l'association qui teste l'Inclusiscore s'auto-attribue une note de 1 à 6 par rapport à la situation de son association. Et à l'issue des 22 questions, l'association a donc une note qui lui permet de se situer au regard de l'ensemble des associations qui ont déjà testé l'outil. De se situer évidemment par rapport à la note maximale qui est de 132, mais surtout par rapport à une moyenne des associations. Ce qui montre bien l'idée d'être dans cette démarche de progrès, c'est-à-dire qu'on peut faire le test à un moment, et l'idée, c'est de le refaire 6 mois après pour voir si on a été en capacité de progresser, puis de voir aussi si l'ensemble associatif progresse lui-même. Et à l'issue du test, il y a aussi à disposition un certain nombre de ressources sur les différents sujets qui ont été traités tout au long de l'Inclusiscore, l'ouverture du bénévolat, l'accueil des bénévoles, la question de l'inclusion numérique, les démarches au service de la parité, les démarches au service de l'inclusion des personnes handicapées, et, enfin bref, tous les sujets qui ont pu, on a essayé d'apporter un certain nombre de ressources sur les sujets qui sont traités au travers de l'Inclusiscore, au travers de ces questions, sachant que, je le dis vraiment de façon très transparente, ces ressources ont vocation à être alimenter bien davantage qu'elles ne le sont encore aujourd'hui, parce que ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a en réalité beaucoup de choses qui existent au sein du monde associatif, beaucoup d'associations qui travaillent sur ces sujets-là et qui peuvent produire de la ressource, et qu'elle est souvent insuffisamment partagée. Donc notre objectif aussi au fur et à mesure du projet, c'est de pouvoir alimenter davantage ces ressources-là et permettre aux associations de se faire bénéficier entre elles de ce qu'elles peuvent produire et travailler sur le sujet. Voilà, je vous recommande donc évidemment d'aller faire vous-même un tour sur inclusiscore.org pour tester vos pratiques. Voilà, et du coup, Anna, je te rends la parole pour la suite. Merci beaucoup, Frédéric. Un rapide rappel, du coup, le webinaire est enregistré. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Toutes les ressources vous seront envoyées après, du coup, le webinaire par mail. Donc, ne vous en faites pas si
si vous ratez, si vous avez raté le début ou quoi, si vous avez besoin d'autres informations, nous vous les enverrons. Et tout de suite, donc, je vais laisser la parole à Guillaume de la Medmen. Merci Anna. Bonjour à toutes et à tous. Et très content d'être parmi vous pour parler d'un sujet qui est important pour nous. Il s'agit d'inclusion numérique et que c'est l'objet même de l'existence de la Mednum. La Mednum, dont je suis directeur général depuis quelques mois, c'est la coopérative qui rassemble en France, on dit l'ensemble, hein, mais enfin, avec une volonté la plus large possible, les acteurs de l'inclusion numérique. Alors, on pourrait y revenir rapidement ensuite et vous verrez qu'ils sont assez nombreux quand on y réfléchit, dont pas mal d'associations justement, et beaucoup de parties prenantes qui font aussi partie de notre coopérative. Mais peut-être avant tout, et en préparant ce webinaire, on s'était dit qu'il pouvait être pas mal de réfléchir un peu au fondement du problème, à savoir ce qu'est concrètement l'inclusion numérique. En fait, tout ça part d'un constat, et c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est des chiffres, souvent je m'amuse en disant que c'est selon la police ou selon les manifestants, on compte 13, 14, 15 millions de personnes qui sont éloignées du numérique en France. Alors, on n'aime pas trop parler de fracture numérique, nous, puisqu'en fait, on voit bien sur le terrain que le problème n'est pas si simple. Il n'y a pas des gens qui sont dans le numérique et des gens qui sont hors du numérique. Ce serait plus facile à traiter, peut-être d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus que ça. Et le chiffre que je vous montre là, c'est un chiffre qui a été calculé par différentes centres de recherche universitaires avant les premiers confinements et donc la crise sanitaire. La pandémie n'a pas fait du bien de ce point de vue-là, hein, puisqu'on on imagine des tonnes de salariés passés d'un coup en entreprise ou dans diverses activités au télétravail de manière plus ou moins accompagnée, des services qui sont de plus en plus numérisés, notamment en santé. On est en train de refaire les études côté universitaire, mais fort à parier que ce chiffre, on l'a plutôt fait augmenter que diminuer ces dernières années. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi les acteurs de l'inclusion numérique ont choisi de se rassembler au sein de la Mednum, c'est qu'en fait, on a un besoin social qui est beaucoup trop grand pour les moyens qui sont alloués aujourd'hui. Les acteurs d'inclusion numérique, finalement, de manière empirique, si je caricature un petit peu, c'est depuis 20-25 ans, d'abord beaucoup d'associations, notamment dans les milieux d'éducation populaire, autour de la sphère scolaire, périscolaire, les parents-enfants, le lien aux enseignants, aux travailleurs sociaux. Est venue après une vague, toujours de manière un peu caricaturale, et vous m'en excuserez, mais de toute la vague tiers-lieux Fab Lab Makers, qui finalement se sont retrouvés dans leur lieu de fait, alors parfois sous format associatif, en plus, beaucoup, mais se sont retrouvés dans les lieux à faire aussi de l'inclusion numérique, mais sur d'autres sujets qui souvent étaient peut-être plutôt liés à la question du travail ou des loisirs. Et depuis quelques années, on voit maintenant une vague d'entreprises sociales. Alors après, on peut débattre de ce point-là, mais voilà, donc d'un autre format qui émerge plus ou moins gros avec des personnes qui viennent aussi essayer de répondre à un problème social en combinant des actions. Alors tout ça, ça donne des acteurs qui sont de cultures extrêmement différentes, de tailles très différentes, avec une ancienneté aussi qui n'est pas la même. Je parle d'Asso Educ-Pop d'il y a plus de 25 ans, des entreprises sociales qui parfois ont 3-4 ans et qui répondent à des échelles différentes. Nous, ensemble, on se dit qu'en fait, en collaborant, on peut essayer de décupler notre moyenne d'action collectif et apporter des réponses beaucoup plus massives sur différents publics. Et ils sont extrêmement divers au sein de la Mednum, puisqu'on va avoir tout autant des acteurs qui s'occupent plutôt des personnes, des seniors et du grand âge, d'autres sur plutôt du handicap, perte d'autonomie. On a aussi des personnes qui interviennent sur les milieux scolaires, périscolaires, sur les demandeurs d'emploi, sur les réfugiés. Donc, vous voyez qu'on déroule la pelote et le fil est long. Concrètement, ce qu'on appelle, alors peut-être juste avant de passer sur nos actions, mais ce qu'on appelle inclusion numérique, parce que c'est un peu le mot valise. Inclusion numérique, finalement, c'est un état. On veut inclure numériquement les gens. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va devenir un spécialiste du numérique? Absolument pas. Ce qu'on se dit là, en fait, c'est plutôt un savant mélange de ce qui s'appelle de manière un petit peu réductrice, mais c'est comme ça que c'est utilisé aujourd'hui, notamment face à la dématérialisation de beaucoup de services de l'État. On parle de médiation numérique. Qui en fait, on parle plutôt de mots, plutôt un moyen, mais dans l'imaginaire collectif, la médiation, c'est devenu plutôt l'accompagnement technique sur des sujets numériques très précis, type les droits sociaux ou l'accompagnement. Et nous, on le veut indissociable d'une autre notion qui est l'éducation numérique.
Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, dissocier technique et culture, finalement, c'est un peu compliqué quand on dit qu'on veut inclure numériquement les Français et les Françaises. Je prends un exemple, forcément orienté service public, hein, et pour autant dans un champ que je trouve, en tout cas en progression depuis ce qui a été fait dans les années précédentes, c'est sur le champ de la santé. Peut-être certains d'entre vous connaissent Mon Espace Santé, qui est un nouveau dispositif que le ministère de la Santé a sorti, hein, par la direction du numérique en santé, et qui permet à n'importe quel Français de retrouver des informations et de partager des infos avec le médecin dans le parcours de soins, etc. Si on dit qu'on fait que de la médiation numérique au sens où tout le monde l'entend aujourd'hui, on va se dire qu'on va apprendre aux Français et aux Françaises à faire 6 clics qui permettront, je caricature toujours, mais d'aller vers la récupération de sa feuille de soins. Est-ce que pour autant, on crée des usagers qui comprennent réellement ce que le numérique peut apporter en santé et qui ont gagné finalement du pouvoir d'achat grâce à ça? Pas vraiment. Si on ne leur explique pas que de manière très liée, il y a quelque chose de culturel à comprendre sur l'utilisation des données de santé, sur la protection de sa vie personnelle et sur ce type de notions qui sont un petit peu différentes, mais que le numérique, en tout cas, amène. Donc, nous, on pense les deux indissociables. Et je crois que c'était important qu'on puisse venir d'abord sur ce lien entre inclusion numérique, médiation numérique et éducation numérique qu'on veut indissociable. Donc, on vous a rappelé rapidement l'action de la MEDNUM et nous, ce qu'on cherche à faire sur cette inclusion numérique, et c'est assez large, donc avec des publics différents, dont beaucoup d'associations, dont c'est l'objet premier, hein, ces questions d'inclusion numérique. Donc, agir et renforcer, renforcer les moyens accordés aux acteurs, donc plutôt le facteur externe, hein, on fait du plaidoyer, on fait des études pour essayer de faire comprendre aux dirigeants publics comme privés ce qu'il faut mettre en place pour améliorer les choses. On essaie de faire changer les pratiques et d'accompagner à la conception de solutions, mais aussi de solidifier les structures, quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est un peu l'action globale de la MEDNUM. Maintenant, si on le rapporte vraiment au champ associatif, alors, je parle en toute modestie avec une partie de mes sociétaires qui sont des associatifs et dont le milieu, l'objet de travail est directement l'inclusion numérique. Mais si on disons, enlevons cela de l'équation, puisque eux connaissent ce sujet et œuvrent tous les jours vraiment dans ce champ social. On se retrouve finalement avec un problème sur l'inclusion numérique au sein des associations que nous, on voit un peu de manière et qui peut être à la fois comparable aux enjeux qu'on retrouve sur le travail social d'une manière générale, milieu aussi largement associatif, et sur le milieu de l'entreprise. Alors, plus surprenant, mais sur les TPE-PME, probablement la comparaison de taille jouera. Ce qu'on se dit, en fait, c'est qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, comme pour les TPE-PME, finalement, deux enjeux comme pour les TPE-PME. Un premier qui est celui de dire que les membres, les participants, les bénévoles des associations, eux aussi, potentiellement, sont des Français qui ont besoin d'inclusion numérique dans leur pratique professionnelle ou associative, comme dans leur pratique personnelle. Donc, il y a probablement déjà un enjeu d'acculturation et d'inclusion numérique dans le cadre de l'association. Il y en a un deuxième, mais qui induit le premier, qui est plutôt cette fois-ci, et c'est ce que Frédéric expliquait avant sur l'action de l'association aussi, la façon dont l'inclusion numérique est pensée dans l'action de l'association vis-à-vis de ses bénéficiaires. Aujourd'hui, ça c'est la même chose pour les entreprises ou pour l'État, quand on est plus grosse, quand on s'adresse à eux. C'est-à-dire que finalement, comprendre et inclure dans son schéma de pensée ces questions d'accompagnement numérique, ça induit de penser différemment les services pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre et de penser évidemment les alternatives à ces services. Si je suis une association et que je dématérialise complètement un processus, si je ne permets pas d'accéder à ce processus quand même pour les personnes qui sont éloignées du numérique, je me coupe d'une part de public et je crée des inégalités. Donc sur l'accès, en tout cas, il y a une question des alternatives et de les penser dès la conception d'un service. Il y a une question de conception de service lui-même en le réfléchissant le plus accessible possible. Alors on pense souvent quand on dit accessible aux zones handicap, accessibilité au sens large, mais en fait, ça marche aussi pour le numérique et les personnes qui ne savent pas se servir d'un email, par exemple, ou qui ont du mal avec l'outil numérique. Donc, cette question d'accessibilité, elle se pense assez large. Nous, là-dessus, on promet beaucoup de méthodes sur la conception usagée. Ça marche pour les services publics, pour les services privés et pour les associations aussi. Entrer l'usager dans la façon de concevoir un service, c'est ce qui permet d'éviter le plus les erreurs et de le rendre le plus accessible. Et vous me voyez venir. Troisième point sur la façon d'anticiper l'accompagnement. Si on a déjà bien conçu le service, moi, je mets un billet tout de suite sur le fait que ça coûte moins cher d'accompagner, ce sera moins difficile. Donc, au-delà de ça, pensez, quoi qu'il arrive, la question de l'accompagnement pour savoir comment, sur les publics les plus éloignés, on essaie aussi de donner accès et de laisser un choix un peu plus ouvert que les simples alternatives téléphoniques ou de rendez-vous physiques qui pour autant doivent exister. Et nous,
on y est vraiment pour ça. Donc, ce qu'on pouvait dire, c'est que ces enjeux-là, on les voit assez prégnants. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un biais, je pense, pour la Mednum, hein, mais on n'a pas de travail particulier vers les associations pour ces deux axes. Et c'est des choses dont on discute souvent avec les équipes du mouvement associatif et sur lesquelles nous, on est tout à fait prêts à s'impliquer avec nos sociétaires, puisqu'en fait, l'angle associatif que nous, on voit hein, parmi nos 110 sociétaires, c'est, je n'ai pas le chiffre en tête, mais Naël pourrait peut-être me rappeler l'ordre de grandeur. Je crois qu'on a au moins 50% pratiquement d'associations sur les 110 sociétaires, peut-être un peu plus. Eux sont des spécialistes, donc c'est encore un petit peu différent et on pense que ce champ-là, il faut l'ouvrir et on pense qu'on peut le travailler de manière concomitante parce que vous voyez que les enjeux se ressemblent, là notamment vis-à-vis des TPE-PME qui en fait rencontrent les mêmes problèmes avec des salariés. Donc c'est assez proche. Autre sujet, et je le disais avant d'en finir, et je suis désolé, je suis peut-être un peu trop long, je ne me fais pas encore gronder, mais l'autre sujet, c'était le lien au travail social dont je parlais. Alors, ça tombe bien, c'est aussi beaucoup d'associations. Sur le travail social comme sur le travail associatif, en fait, le numérique et son essor un petit peu partout, mais les bénévoles ou les salariés des associations dans une position qui est un peu délicate parfois parce qu'en fait, il y a une espèce d'injonction à devenir accompagnant numérique sur des sujets qui n'étaient pas les siens avant, notamment dans le travail social. Et je pense que ça peut s'appliquer aussi à des champs associatifs beaucoup plus vastes. En fait, les métiers changent et ça peut être anxiogène pour beaucoup de monde de se dire que maintenant, les personnes avec qui j'interagis, si elles sont en difficulté avec le numérique, il va falloir que moi, je sois suffisamment capable pour essayer de leur expliquer. C'est vrai en partie, mais pas totalement. En fait, aujourd'hui, nous, on essaie de travailler avec différents champs, hein, en santé, dans le travail social. C'est vrai pour tout un tas d'autres sujets aussi avec lesquels on interagit pas mal en ce moment. Les travailleurs sociaux, les bénévoles ou salariés d'associations ne deviendront pas de manière forcée des médiateurs numériques. Ce n'est pas possible. En fait, ça, c'est un autre métier. Par contre, tous ensemble, il y a un enjeu énorme, et ça, on essaie d'y travailler, nous, avec nos sociétaires et avec les pouvoirs publics, à structurer la filière de la médiation numérique pour qu'elle soit bien comprise des parties prenantes extérieures. Hein. Finalement, on doit clarifier pour expliquer mieux ce qui est réellement le travail d'un médiateur numérique, pour aussi donner de la confiance aux autres travailleurs et aux bénévoles sur les changements de métier et cette injonction finalement à savoir faire du numérique. Ça ne se produira pas, mais nous, ici, on croit que la bonne solution, c'est de travailler ces angles de manière à faire un passage fluide entre les dispositifs associatifs ou du travail social qui existent et qui perdureront, un petit peu de numérique pour comprendre ces accompagnements, et donc là, je parle de l'accompagnement des salariés, des bénévoles, etc., mais surtout, bien faire connaître partout sur le territoire les possibilités offertes par des associations, par les pouvoirs publics, par les entreprises sociales ou même des coopératives, parce que nous, on forme un coopératif aussi, pour ensuite passer la balle, hein, finalement. Mais il y a des gens dont c'est le métier qui vont pouvoir essayer de travailler sur la problématique numérique de manière pérenne, parce qu'en fait, quand on est dans une association quelle qu'elle soit, ou là, je prends l'exemple d'un travailleur social, si on règle un problème d'accès au droit immédiatement, fort à parier qu'on ne va pas pouvoir passer des heures, vu la tension actuelle, avec un bénéficiaire pour lui expliquer comment fonctionne un email et lui amener de la culture web. Voilà. Par contre, dans les territoires, partout autour de vous, il y a des personnes dont c'est la spécialité, dont c'est le métier. Souvent, c'est gratuit, la plupart du temps même. Et en fait, le bon lien entre ces acteurs finalement et ces différents types de métiers, c'est ce qui demain, selon nous, permettrait une fluidité plus grande. Voilà, c'est un message un peu général que je vous donne aujourd'hui, mais je pense que c'était important d'expliquer qui on était, de faire ces points sur inclusion, médiation et éducation numérique, parce que c'est vraiment pas la même chose, et de lever ces différents points d'achoppement entre les bénévoles et salariés qui ont besoin d'être accompagnés, la façon de produire des services et de se rendre accessible au public extérieur et ces liens que nous, on travaille tous les jours ici entre les différents corps de métier ou d'engagement et les acteurs de la médiation et de l'inclusion numérique au plus près dans chacun des territoires. Merci beaucoup, Guillaume. Je pense que c'était très clair et très complet, que les enjeux, en tout cas, de l'inclusion numérique ont été bien présentés. Et tout de suite, on va pouvoir poursuivre, du coup, avec Juliette de Solidatech. Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette Caron de Solidatech, je suis responsable pédagogique. Juste avant de commencer, peut-être, je vais présenter rapidement Solidatech pour que vous puissiez avoir une idée de pourquoi je suis là à vous parler d'inclusion numérique ce soir. Solidatech, on est un programme d'accompagnement au numérique pour les associations. On existe depuis 2008
Et ce qu'on fait, c'est qu'on propose du matériel reconditionné, des logiciels numériques à tarif solidaire pour les associations. Et on a aussi toute une offre de formation, d'accompagnement, de ressources sur le numérique à destination des associations. Et donc, on est fiers et heureux d'accompagner 35 000 associations au jour d'aujourd'hui. Donc, si vous nous connaissez, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Ça fait toujours plaisir à mes collègues de la communication de savoir que les gens nous connaissent. Pourquoi je suis là ce soir à vous parler d'inclusion numérique? Anna, tu peux passer à la slide d'après et peut-être encore celle d'après. Ouais, merci. Ce que je voulais aujourd'hui vous présenter et vous parler, c'était sur l'intégration d'un nouvel outil numérique au sein de votre système d'information et de l'importance de l'inclusion dans un tel moment, dans le moment où vous voulez un nouvel outil. On va se mettre dans une situation où votre association veut un nouvel outil pour gérer ses activités. Donc, ça peut être un outil de comptabilité, ça peut être un outil pour discuter entre vos collègues et les bénévoles, ça peut être un outil de gestion des bases de données, n'importe quel outil. On va arrêter un peu en arrière et on va se dire qu'est-ce que ça veut dire une intégration d'outils qui n'a pas été pensée de façon inclusive. Ça veut dire que vous avez des futurs utilisateurs de votre outil qui, par exemple, n'ont pas été consultés en amont. Donc, vous allez, par exemple, rechercher un outil pour permettre à vos bénévoles de discuter entre eux, mais certains de vos bénévoles n'ont pas de smartphone. Et vous avez choisi un outil qui est utilisable uniquement sur smartphone. Au final, ce que vous allez avoir, c'est un outil qui n'est pas du tout adapté aux besoins ni aux attentes de ce que vous vouliez au départ. Deuxième hypothèse, vous mettez en place ce fameux outil. On va dire que tous vos bénévoles ont un smartphone cette fois-ci, mais il y en a certains qui savent très bien l'utiliser et d'autres qui ont un peu plus de mal avec l'utilisation de, on va dire, WhatsApp, on va dire Signal, on peut dire de ce type d'outils, qui ont un peu plus de mal. Vous allez mettre en place l'outil et vous allez avoir les personnes qui sont très à l'aise sur l'utilisation du numérique qui vont uniquement s'en servir et d'autres personnes qui vont être un peu délaissées. Donc, vous allez avoir des utilisateurs qui n'ont pas été formés à l'outil et des équipes qui se retrouvent en difficulté et moins impliquées, moins motivées à s'engager dans le projet et dans les activités. Et au final, ce manque d'inclusion dans l'intégration de cet outil, ça va vous faire perdre du temps, ça va vous faire perdre de l'argent, parce que potentiellement, vous avez payé la licence de l'outil. Ça va vous faire perdre de la motivation au sein des équipes et perdre aussi de la qualité du travail produit. Alors, ce qu'on a fait chez Solidatech, c'est qu'on a essayé de retracer tout le parcours d'une bonne intégration d'un outil numérique. Merci Anna pour le changement. Ce qu'on recommande quand vous avez une idée, un besoin pour intégrer un nouvel outil numérique, c'est de commencer par nommer un chef de projet. Le chef de projet, ce n'est pas forcément un expert du numérique, mais c'est quelqu'un qui est assez à l'aise avec le numérique et assez à l'aise aussi pour gérer des équipes. En général, le chef de projet, c'est aussi quelqu'un qui s'y connaît sur la thématique de l'outil. Par exemple, si vous cherchez un outil sur la communication, ça sera en général quelqu'un de l'équipe communication. Si c'est un outil plutôt sur la comptabilité et les ressources humaines, ça sera quelqu'un plutôt de ces équipes-là. Une fois que le chef de projet il est nommé, vous allez trouver des utilisateurs clés. Donc, 1, 2, 3 personnes qui seront amenées à utiliser l'outil de façon régulière. Ce petit groupe-là, ensuite passe à l'étape 3 et va définir les besoins et les contraintes de l'outil. Donc, on fait un peu un cahier des charges. On va dire l'outil, voilà quel budget on a. Pour quelle période de l'année est-ce qu'on veut cet outil? Qu'est-ce que l'outil doit faire? Qu'est-ce que l'outil doit faire, mais ce n'est pas trop grave s'il ne le fait pas encore? Quelles sont nos contraintes? Combien on a besoin de licences? Combien on a besoin de personnes qui utilisent l'outil? Est-ce qu'il faut que l'outil soit disponible en ligne, en cloud? Est-ce que c'est un outil qui sera téléchargé directement sur le bureau des utilisateurs? Toutes ces choses-là, toutes les choses qui peuvent préciser l'outil, c'est important de les noter. Pourquoi c'est important de les noter? Parce que quand vous allez passer à l'étape 4 de recherche de l'outil le plus adapté, il y a un des pièges, c'est le produit miracle qui va résoudre tous vos problèmes et qui va correspondre à tous vos besoins. En général, le produit miracle, il arrive très fréquemment quand on fait des démos avec des commerciaux d'outils.
qui vont nous vendre l'outil qui répond vraiment à tout ce qu'on cherche. Donc, c'est bien important d'essayer de lister vraiment tous les besoins pour qu'une fois qu'on va faire cette recherche d'outils, vous puissiez dire non, ça on a besoin, ça on n'a pas besoin, cet outil-là, il n'a pas ce qu'on recherche exactement, donc on peut passer ailleurs. Une fois que vous avez recherché l'outil, que vous avez trouvé l'outil qui correspond à vos besoins, on passe à l'étape 5, qui est l'étape de test de la solution avec les utilisateurs clés qu'on a trouvés auparavant. Ce test-là, ce n'est pas juste un test en 10 minutes pour voir si l'ergonomie de l'outil est correcte, etc. Mais c'est vraiment un test en conditions réelles. Donc, si c'est un outil de comptabilité qui gère les payes, on va le tester sur plusieurs mois pour pouvoir faire plusieurs essais de paye. L'idée, c'est de le tester quand même sur un temps qui est un peu long pour voir toutes les fonctionnalités, toutes les choses qui pourraient aller ou ne pas aller dans l'outil. Si le test est concluant, on met l'outil à plus grande échelle. Donc là, on va le faire adopter par tous les usagers, tous les utilisateurs qui ont besoin de cet outil. Et la phase qui est parallèle, on n'aurait pu faire qu'une seule étape, c'est la phase numéro 7 que vous voyez sur l'infographie, qui est la formation. Une fois qu'on a choisi l'outil et qu'on va dire à tout le monde, on a choisi cet outil, l'idée, c'est de former tous les utilisateurs pour qu'on évite d'avoir des personnes qui sont peu motivées et peu impliquées, et les former aussi pour que tout le monde utilise l'outil de la même façon. Parce que si vous ne mettez pas en place des règles d'utilisation d'un outil, le risque, c'est que moi, je vais l'utiliser d'une telle façon, mon collègue va l'utiliser d'une autre façon, et au final, c'est comme si on n'avait rien fait parce qu'on a un seul outil, mais personne ne l'utilise de la même manière. Une fois que la formation a été faite, on laisse les gens utiliser l'outil dans leur travail quotidien. Et peut-être 6 mois, 1 an plus tard, on revient et on s'accorde un temps d'évaluation pour voir si ce qu'on a choisi, le logiciel qu'on a choisi, ça a répondu à ce qu'on avait défini en étape 3, des besoins et des contraintes. Est-ce que ça a coché toutes les cases qui étaient importantes pour nous ou est-ce qu'il y a des choses à revoir? Et si l'outil coche toutes les cases, très bien. On peut continuer à l'utiliser. Peut-être qu'il y a des points d'amélioration qu'il faut prendre en compte. Peut-être qu'il faut à nouveau faire des formations pour les nouvelles personnes qui sont arrivées. Si l'outil ne coche pas toutes les cases et qu'on se rend compte qu'au final, il y a un problème, on peut recommencer le schéma. On aurait pu faire même un cycle sur l'infographie, mais on peut recommencer à l'étape de recherche des produits de l'outil. Voilà pour notre cheminement recommandé quand vous allez intégrer un nouvel outil numérique au sein d'une association. Et on peut passer à la slide juste d'après. Et ce que je voulais vous montrer également, c'était un petit focus sur la charte informatique. Donc, on n'a pas d'infographie ici, c'est juste du texte, c'est un peu moins sympa à regarder. Mais la charte informatique, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup chez Solidatech. Qu'est-ce que c'est une charte informatique? C'est un document écrit qui va dire à tous les utilisateurs d'outils, de matériel informatique, les différentes façons d'utiliser ce matériel. C'est un guide des bonnes pratiques d'outils numériques, de matériel informatique au sein d'une structure. L'idée, c'est d'y mettre les droits et les devoirs de l'utilisateur, les façons de bien protéger son matériel informatique, de rappeler qu'il faut faire des mises à jour, comment est-ce qu'on peut faire des mises à jour. Aussi, l'idée, c'est de mettre des petits tutos pour essayer d'aider les gens à bien utiliser le matériel. Et ça peut aussi avoir une valeur de protection juridique de l'association. Je vous l'ai mis juste en dessous, mais notamment si vous faites valider la charte par le CSE, et ça peut être utile si votre association, par exemple, elle traite des données sensibles et qu'un des utilisateurs n'a pas respecté les consignes de sécurité ou de RGPD, ça peut avoir un poids juridique dans ce cas-là. Mais l'idée de la charte informatique, c'est vraiment d'être un guide pour des nouveaux arrivants dans une structure comme pour des personnes qui auraient une question ponctuelle sur un outil numérique, sur les bonnes pratiques du numérique à avoir au sein de sa structure. Par exemple, je sais que quand je suis arrivée chez Solidatech, j'ai eu cette charte informatique qui m'a été donnée et je me suis rendu compte que l'utilisation d'un outil de messagerie entre collègues qui était le même que dans mon poste précédent,
n'était pas du tout la même, la façon de l'utiliser n'était pas du tout la même. Et donc, j'ai dû me caler grâce à la charte informatique. J'ai bien vu qu'on n'utilisait pas ça de la même façon ici. J'ai pu me caler et caler ma pratique aujourd'hui sur cet outil. Donc, c'est important de faire ce genre de charte informatique. Et ça vous met aussi, vous, quand vous êtes en train de la rédiger, ça vous permet de vous recadrer aussi sur, alors voilà quels outils on utilise, comment est-ce qu'on les utilise bien, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on recommande de ne pas faire. Et ça vous permet aussi de vous rendre compte et de rationaliser les outils que vous utilisez et comment bien les utiliser. Donc, c'est aussi une bonne chose à faire, cette charte informatique. Vous verrez quand vous recevrez les slides, je vous ai mis un lien vers notre guide. On a écrit un guide chez Solidatech avec la liste de toutes les informations que vous pouvez mettre dans ce guide. Donc, je vous invite à aller le voir. On a mis aussi des exemples, dont un, je crois, d'une des antennes du mouvement associatif. Donc, vous pourrez aller voir. Merci beaucoup, Juliette. Alors, tout de suite, avant de passer au témoignage, donc le premier temps de questions-réponses. Alors, on a reçu plusieurs questions. Une première question pour Frédéric par rapport aux données de l'Inclusiscore. En fait, finalement, comment sont gérées les données recueillies dans l'Inclusiscore? Alors, en fait, ce qui est conservé, c'est le résultat global et le résultat par partie, sachant que en fait, quand vous arrivez sur l'Inclusiscore, on vous demande le type d'activité que vous avez. Il y a pas on ne demande pas d'adresse mail, de numéro de téléphone, etc. Donc, chacun met ce qu'il souhaite comme identité, on va dire. Ça peut être le nom de l'association ou un nom ou rien du tout, en fait. L'activité et le fait de savoir si l'association est employeuse ou pas. Et après, effectivement, on a en mémoire les chiffres obtenus pour le diagnostic pour pouvoir conserver la moyenne, en fait, et que les associations se situent par rapport à une moyenne. En fait, ce qu'on voudrait travailler comme développement, pour être tout à fait honnête, hein, c'est de pouvoir avoir une analyse plus fine pour pouvoir identifier où sont les problématiques les plus importantes rencontrées par les associations et les points sur lesquels il y a le plus de besoin d'accompagnement ou de ressources supplémentaires. Et on va travailler sur le fait de pouvoir avoir cette analyse plus fine avec des données évidemment anonymisées, éventuellement par grand secteur, mais sans identité de l'organisation. On ne garde pas un historique en fait pour chaque association. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, une autre question, cette fois pour Guillaume. Comment est-ce qu'on peut prendre contact avec les conseillers MUM sur les territoires? Pardon, je vais refermer ma caméra. En fait, on prend contact avec les conseillers MedMum. En soi, nous, à la MedMum, on est la coopérative et le réseau. Donc, en fait, pour contacter des sociétaires sur les territoires, on peut aujourd'hui se fier soit au site internet de la MedMum qui recense quand même beaucoup de sociétaires et les réseaux qui sont impliqués dans différents territoires. Mais je le disais tout à l'heure, il y a un vrai sujet d'identification et de connaissance des réseaux locaux. Donc là, on travaille pas mal avec les hubs inclusion numérique que certains d'entre vous connaissent peut-être, sur des dispositifs qui sont très liés à ce qu'a fait Assembler et ce dont parlait le Syllab tout à l'heure dans le chat, j'ai vu, sur la façon d'identifier et de cartographier ces acteurs de la médiation numérique un peu partout en France, au-delà de nos sociétaires, hein. Donc là, on vient de sortir hier, je crois, un standard de données qu'on a travaillé avec le ministère des Territoires et une cinquantaine, je crois, d'acteurs impliqués au projet, plus de 150 contributeurs, un standard de données qui permet aux acteurs de l'inclusion numérique de venir se référencer et demain d'être visibles dans une cartographie un peu large et nationale qui permettra à tous d'avoir le même niveau d'info. En attendant, il y a quand même pas mal de choses qui existent. Il y avait une info sur les Hauts-de-France tout à l'heure. Il y a eu le même type de travaux, alors de façon plus ou moins poussée, par les hubs inclusion numérique dans chacune des régions. Voilà. Donc là, on travaille à une vue nationale, mais moi, je vous conseille d'aller faire un tour soit sur notre site, sur les sociétaires, pour prendre contact directement avec vous, avec eux, et on peut vous y aider si vous nous contactez. Sinon, de vous référer à ces travaux des hubs, pour l'instant, qui sont de bonne qualité. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, en effet, dans les Hauts-de-France, il y a eu un projet qui a été développé, donc une cartographie pour repérer les acteurs qui accompagnent. Donc la cartographie en ligne, mes
Mehdi vont vous mettre le lien vers la cartographie dans le chat. Euh, voilà. Il y a aussi des travaux qui sont développés sur le FALC, facile à lire et à comprendre, avec un support, le web facile pour tous, du coup, qui capitalise les bonnes pratiques lors de la création de supports dématérialisés accessibles. Une autre question, cette fois pour Juliette, de la part de Rachel du mouvement associatif Bourgogne-Franche-Comté. N'y a-t-il pas un manque d'appréciation du temps humain nécessaire à l'appropriation puis au suivi de l'utilisation de l'outil? Je pense que le temps, en tout cas le temps nécessaire pour le test de l'outil et le temps nécessaire pour l'évaluation est aussi à l'appréciation de votre propre structure. Si c'est un outil qui nécessite un temps long ou si c'est des personnes qui ont peut-être plus de difficultés, le temps long sera recommandé. Donc, c'est aussi en fonction des utilisateurs que vous avez désignés pour tester l'outil et de votre structure. Donc, c'est une recommandation de suivi d'étapes, mais c'est aussi les temps peuvent être réduits ou allongés en fonction de vos besoins. Okay. Je vais éclore ici le temps des questions. Je sais qu'il y en a encore dans le chat, mais nous serviront aussi pour la deuxième salve. Et tout de suite, du coup, je vais laisser la parole à Jérémy de la FAGE. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Jérémy Labo de la FAGE. Donc, la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes. On est une structure nationale qui regroupe 60 fédérations et à peu près 2000 associations étudiantes partout en France. Et donc, je vais passer 10 petites minutes à vous parler un petit peu de comment est-ce que nous, on a pensé l'inclusion numérique au niveau de notre structure et de nos bénévoles. Avant, je souhaitais simplement revenir sur quelques petites particularités qu'on a du fait qu'on soit une organisation étudiante. La première étant qu'on a un très fort renouvellement puisque nos équipes changent tous les ans, voire même parfois tous les 6 mois. Donc, ce qui nécessite une grande capacité à pouvoir former les équipes et où la prise en main des outils va être un petit peu plus régulière à devoir faire. On a une très grande place des bénévoles, c'est-à-dire qu'on a 9 salariés pour à peu près je dirais plus de 3000 bénévoles. Et ensuite, on a uniquement un public jeune, donc en gros de 18 à 27 ans, donc potentiellement un public qui sera un petit peu plus habitué à l'utilisation des outils numériques, notamment tout ce qui va être smartphone, PC, etc. Et donc avec certaines problématiques un petit peu moins présentes de ce côté-là. Donc nous, ça fait maintenant 3 ans qu'on a identifié vraiment le numérique comme un axe stratégique de développement de notre structure, avec plusieurs enjeux derrière l'inclusion numérique de toutes et tous. Un premier enjeu de démocratie participative, puisqu'on est basé sur ce modèle-là, où les fédérations et les associations locales vont pouvoir nous aider, nous, au niveau national, à construire en fait la politique et le projet de notre association. Un enjeu aussi de mutualisation des ressources et de l'essaimage des projets, c'est-à-dire de dire que les bénévoles à Strasbourg puissent avoir les mêmes ressources que les bénévoles à Marseille et qu'ensemble, ils puissent se partager des projets, se partager des bonnes idées. Et donc, c'est via le numérique qu'on peut arriver à faire ce partage de connaissances en complément des événements qu'on va pouvoir mettre en place en présentiel. Et la dernière chose, c'est faciliter la transversalité. L'idée, c'était de se dire que le but, c'était pas d'avoir un modèle descendant où on a une structure nationale qui apporte à chaque fois les informations au niveau local, à la tête de la structure qui derrière apportera à ses membres, mais de permettre à n'importe quel bénévole, qu'il soit membre actif ou en charge d'une thématique spécifique au sein de son association, de pouvoir dialoguer et de pouvoir avoir des liens avec les vice-présidences et les responsables qui sont en responsabilité au niveau national. Donc, pour cela, on a pu du coup avoir plusieurs outils qu'on a mis en place. La première chose, c'est un grand espace de travail partagé qui est, nous, notre espace de travail au quotidien au national, du coup, qui est une plateforme Teams, et sur lequel on a choisi de donner des comptes personnels à l'intégralité des membres des bureaux de nos fédérations à la fois nationales et à la fois locales, donc une 60aine de personnes, donc ça fait à peu près 3000 comptes. L'idée, c'était ça, c'était de se dire que chacun puisse se connecter via son smartphone, via son PC, avec un compte personnel. Au début, on avait choisi
le fait de faire un compte par structure adhérente à la FAGE, mais c'était trop limitant. C'est-à-dire que, en fait, au final, on se rendait compte qu'il n'y avait qu'une ou deux personnes qui étaient incluses par structure de par le fait qu'elles avaient ces accès-là. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire on donne accès au plus grand nombre avec des niveaux un petit peu d'accès variés, mais au moins tout le monde peut interagir avec nous, tout le monde peut. Et le fait d'avoir un espace de travail, ça permet d'avoir quelque chose qui est plus informel que les mails. Avant, on fonctionnait beaucoup sur des boucles mails. Donc, on envoie des mails sur des grands sujets à l'ensemble de nos bénévoles, etc. Mais ça ne permet pas forcément les petites réactions, les petites questions, les petites choses comme ça. Et le fait d'avoir cette question-là d'un grand espace de travail avec tout le monde, ça permet justement de pouvoir mieux sonder en fait, nos bénévoles, mieux avoir le retour, mieux avoir des petites questions qui peuvent paraître plus informelles. Et ça, c'est un chat qui le permet, c'est de faire des petites phrases ou des publications, etc. La deuxième chose qu'on a fait sur ce sujet-là, c'est des formations de prise en main. Je vous ai dit qu'on avait un très fort renouvellement de notre tissu associatif. Et c'est vrai que du coup, on s'impose le fait d'avoir des formations régulières, quasiment 5 à 10 formations par an, spécifiquement sur notre outil de travail, du coup, pour permettre à tous et toutes de le prendre en main. On sait que c'est pas forcément quelque chose qui est très facile, même pour des jeunes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on essaie de passer par la formation et de la formation aussi avec un très gros volet justement pratique à l'intérieur pour que les gens puissent tester, puissent prendre en main et faire cette prise en main de manière accompagnée. Donc, soit par des bénévoles de notre association qui ont déjà un peu plus d'expérience, soit même carrément par des personnes dédiées au numérique. La deuxième chose qu'on fait sur le sujet de l'inclusion numérique à la FAGE, c'est le fait de développer une seconde plateforme qui est une plateforme ouverte, donc qui peut être un site web accessible via smartphone, via ordinateur. Là, c'est vraiment n'importe qui peut arriver, peut se créer un compte, peut se connecter. Donc là, ça ne concerne même plus uniquement les membres de nos fédérations, mais même les membres de nos associations locales. On est sur 3 niveaux. Donc, ça concerne à peu près plus de 200 000 personnes qui sont adhérents à ces associations-là et n'importe qui peut se créer un compte. L'idée, c'est 2 choses. La première, c'est d'avoir un compte qui rassemble tout le monde et qui facilite les démarches administratives. Souvent, sur des démarches administratives, c'est long, on envoie des mails, on est ralenti, on a des processus internes qui sont très compliqués. Là, d'avoir une plateforme qui centralise tout ça, accessible à tous et à toutes, ça permet en un clic de générer une attestation de présence à un événement, en un clic de s'inscrire à des formations, en un clic de déposer un dossier dans une épicerie sociale et solidaire, de consulter les informations sur l'association des étudiants en médecine à Rouen, etc. Donc vraiment, l'idée de faciliter les démarches pour tous et toutes et un petit peu en fait de fluidifier ça à tous les niveaux, parce qu'on pense que souvent quand il y a beaucoup de démarches administratives, en fait, parfois même on a ce biais-là des étudiants qui ne vont pas au bout, soit par manque de temps, soit par manque de volonté, etc. Et c'est un vrai enjeu parce que parmi ces démarches administratives, notamment, il va avoir pour nous tout ce qui va être inhérent aux frais de remboursement. Et c'est vrai que ça peut créer des situations de précarité du fait d'étudiants et d'étudiantes qui sont bénévoles, qui s'engagent au sein de notre structure, mais qui ne sont pas remboursés, par exemple, pour leur venue à un événement, pour des frais qu'ils auraient pu engager pour leur structure ou pour leur association. Et donc, l'idée d'utiliser le numérique pour faciliter ces démarches-là, c'est quelque chose qu'on a identifié aussi pour être plus rapide, avoir des remboursements plus efficaces, etc. Quand on sait la situation précaire de plusieurs étudiants, c'est un gros enjeu. Et le deuxième enjeu qu'on a avec cette plateforme ouverte à tous et à toutes, c'est que ça permet de construire un passeport de formation et de compétences associatives. Nous sommes une association donc de jeunesse, mais également d'éducation populaire. On a tout un énorme système de formation associative qu'on réalise tout au long de nos événements, tout au long de l'année, avec des formations qui peuvent être variées sur des thèmes qui concernent nos bénévoles. Et l'idée, c'est que tous les bénévoles, à chaque fois qu'ils vont en formation, actuellement, il n'y a pas de suivi des compétences qu'ils peuvent acquérir, en fait. Et donc, du coup, derrière, à valoriser au niveau de l'insertion professionnelle, vu que c'est des jeunes et que derrière, ils vont rentrer dans le monde du travail, il y a des difficultés à mettre en avant, en fait, les formations auxquelles ils ont participé, les compétences qu'ils ont pu acquérir au sein de ces dernières, etc. Et donc, on va utiliser aussi le numérique comme levier pour l'insertion professionnelle et comme levier pour valoriser en fait, le présentiel et valoriser
les événements auxquels participent ces personnes-là et notamment les formations auxquelles participent nos bénévoles. Donc voilà, on utilise le numérique justement comme aussi outil de valorisation et comme outil de centralisation, en fait, tout simplement des informations qui nous sont, des informations qui sont nécessaires aux bénévoles, ce qui va réellement permettre derrière, en fait, à un bénévole de télécharger l'ensemble des formations, l'ensemble des compétences qu'ils ont fait avec un certificat qui sera donné par la FAGE, et derrière, ça pourra être envoyé à un employeur, une employeuse ou autre chose pour s'allier avec d'autres ressources, notamment des passeports bénévoles, etc. Dernière chose qu'on fait sur la question de la précarité numérique, pour nous, la lutte contre la précarité numérique, c'est un enjeu qui est central au niveau notamment de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a plusieurs choses, mais c'est la crise du coronavirus l'a mis en exergue, c'est que en fait, il y a de plus en plus d'étudiants qui n'ont soit pas les matériels adéquats, soit une difficulté d'utilisation du matériel informatique et tout ça plus largement du numérique. Et en fait, ces personnes-là qui sont dans cette situation de précarité, soit pour des questions de ressources financières, soit pour des questions d'accessibilité tout simplement, se retrouvent à la fois dans des questions face à des questions d'isolement social, puisqu'en fait, beaucoup de choses, beaucoup d'échanges se déroulent via des plateformes, des réseaux sociaux, etc. Et à la fois, ça impacte leur réussite académique parce qu'il y a beaucoup de contenus, notamment de cours, qui sont donnés de contenus pédagogiques qui sont donnés par le numérique, beaucoup maintenant de plus en plus de développement de cours en visioconférence. Et donc, c'est un gros sujet sur lequel nous, on a également saisi les universités et fait tout un tas de distributions aussi de matériel. Et donc ça va impacter l'ensemble de la communauté étudiante où on a donné des ordinateurs, des smartphones, des clés 4G, etc. pour se connecter et pouvoir être en lien sur Internet. Mais ça impacte aussi nos bénévoles parce que beaucoup de nos associations fonctionnent avec leur propre plateforme numérique. Et donc, nous aussi, on a toujours ouvert justement à nos propres bénévoles les dons qu'on pouvait faire de matériel, les dons qu'on pouvait faire de clés 4G, etc. pour pouvoir que eux aussi soient inclus sur cette question-là et que la précarité, ça ne soit pas un frein limitant à l'engagement. Et au début, on pensait que ce n'était pas forcément un très grand nombre de personnes qui pouvaient être touchées par ces personnes-là au sein de notre propre réseau. Et on a un peu déchanté quand on a vu le nombre de personnes qui avaient aussi ces besoins-là, qui même au sein de nos propres bénévoles qui s'engageaient, avaient des difficultés, notamment en termes de connexion Internet, c'est ce qui est le plus revenu. Et donc, on a beaucoup accompagné notre réseau de bénévoles via le don notamment du coup de matériel numérique. Très rapidement pour finir, je voulais évoquer en toute transparence avec vous les difficultés qu'on a eues dans la mise en place de cette stratégie depuis 3 ans et qui va se poursuivre encore cette année. La première, c'est pour nous la multiplicité des espaces de travail. C'est-à-dire qu'en tant que tête de réseau associative, on a plein d'associations qui sont adhérentes chez nous. Et en fait, toutes ont leur système, leur propre espace de travail partagé, leurs propres outils, leur propre mailing, leur propre fonctionnement, etc. Et c'est toujours une difficulté en tant que tête de réseau d'avoir à la fois permettre l'inclusion de toutes et tous, mais à la fois de ne pas perdre les étudiants, surtout sur des temps de renouvellement qui sont très courts, avec plein d'outils numériques de partout. Donc voilà, donc nous, on a cet enjeu-là d'à la fois dire, bon, ok, on essaye d'inclure tout le monde et du bénévole qui reste travailler au niveau local comme de celui qui est au niveau national, qui puisse échanger via des outils communs. Pour autant, il ne faut pas que le bénévole qui soit au niveau local ait 15 outils parce que sinon, il va être perdu et ça va ralentir aussi son engagement. Donc, on a un travail à effectuer là-dessus. Et puis, le deuxième travail, c'est le travail de la formation. Je l'évoquais tout à l'heure. Nous, on a un renouvellement qui est important, mais donc, du coup, c'est toujours compliqué, même pour des jeunes, de faciliter la prise en main des outils, en fait. Et ce qu'on essaye beaucoup de faire, c'est de montrer aussi que la prise en main des outils, notamment de travail, en collaboration, en fait, finalement, derrière, c'est des compétences qu'on essaye de valoriser aussi parce que c'est des choses qu'on sera amené à faire plus tard dans notre vie. Mais voilà, une difficulté là-dessus. Et finalement, ce qui marche le mieux pour inclure les bénévoles numériquement, c'est que les bénévoles eux-mêmes se sentent concernés et comprennent les enjeux de l'inclusion numérique. Souvent, on essaye de dire, bon, maintenant, utilise cet outil-là parce qu'on l'impose en disant, ça va être mieux, etc. Mais on s'est rendu compte que tant que les bénévoles n'avaient pas compris pourquoi, quel est le fond derrière l'utilisation de
d'outils, l'utilisation d'éléments, et ils ne s'en saisissaient pas vraiment. Donc voilà, il y a vraiment une inclusion des bénévoles dans la démarche, et ce, dès le début de la stratégie jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble important, et je vais conclure là-dessus. Bah, merci beaucoup, Jérémy, c'était très complet. Avant de repasser une salle de questions-réponses, d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions dans la zone allouée. Je vais donner la parole du coup à Thomas. Thomas, on ne t'entend pas. Il y a un souci avec le casque, je crois. Ça va mieux. C'est parfait. Okay. Bonjour à tous. Donc, Thomas Gallet, coordinateur de développement social aux Petits Frères des Pauvres. Je coordonne des équipes de bénévoles au sein de l'association, et on s'est intéressé à l'accès au numérique pour tous, aussi bien les bénévoles que les personnes accompagnées, dès 2018 via un plaidoyer qu'on a écrit. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de très grosses difficultés d'accès, hein, ça, vous en êtes tous conscients, je pense, aussi bien pour nous du côté des personnes accompagnées que parfois des bénévoles. On avait des bénévoles qui avaient envie d'aider, donc on s'est appuyé dessus, et l'idée c'était de développer des ateliers un peu de père aidant, que des bénévoles au départ aident des personnes accompagnées, aident des bénévoles, et qu'on puisse aussi avoir des personnes accompagnées qui puissent aider à la fois leur père, à la fois des bénévoles. L'idée, ce n'était pas de développer, de faire des super professionnels chez les personnes âgées de l'accès au numérique, mais qui puissent au moins se débrouiller, de permettre aux bénévoles de rester aussi. On s'est rendu compte que ça pouvait être un frein pour rester dans des équipes de bénévoles quand on ne maîtrise pas le numérique. On avait l'habitude de faire des formations aux petits frères. Nos bénévoles sont formés sur l'écoute, le vieillissement, l'accompagnement, mais on n'a pas forcément l'habitude de faire des formations aux personnes accompagnées. Et l'idée, ce n'était pas forcément de faire des formations, loin de là, mais plutôt de faire des ateliers conviviaux, où on a du coup fait le choix de casser un peu cette barrière de personnes accompagnées et bénévoles, et plutôt de partir sur un concept d'aidant apprenant, où l'aidant, à partir du moment où on a envie d'aider, on commence par être apprenant, pour maîtriser un petit peu les outils qui vont permettre l'accessibilité, aussi bien pour des personnes qui ont des problèmes d'audition, des personnes qui ont des problèmes de vision. S'adapter au grand âge. On n'a pas la même utilisation, le même usage quand on utilise une tablette ou un ordinateur à 20 ans qu'à 70-80 ans. On a commencé d'abord à toute petite échelle. On a essayé de voir les bonnes pratiques, puis on a construit des webinaires plutôt pour sensibiliser au niveau national un peu toutes les équipes de l'association, échanger sur ces bonnes pratiques, essayer de mettre des ateliers en concertation, et ensuite essaimer sur les autres territoires. Voilà, il y a un principe de confiance important qui s'est développé. On s'est rendu compte que les personnes accompagnées qui étaient en difficulté sur l'accès numérique, c'était aussi une grosse problématique au niveau de la confiance. Et ces ateliers ont permis de développer le lien entre les bénévoles, les personnes accompagnées, entre les personnes accompagnées elles-mêmes, ce qui est aussi l'objet de l'association. On est une association qui lutte contre l'isolement des aînés. Donc l'idée, c'était de recréer du lien aussi entre elles. Et on est plutôt content de ce qui a été mis en place. Il y a encore beaucoup de travail. On s'est intéressé aussi à l'aide à l'équipement, qui est une difficulté aussi pour un public isolé précaire. On a fait le choix sur l'aide à l'équipement de l'ouvrir aussi à nos bénévoles de plus de 50 ans, en situation de précarité pour le coup, via un partenariat. Alors dans les Hauts-de-France, c'est un partenariat avec les relais numériques Emmaüs Connect, mais selon les régions, chacun a développé aussi ses partenariats. L'idée, c'est de pouvoir équiper des personnes, soit sous forme de prêt au départ, parce qu'on a des personnes qui ne sont pas du tout équipées, et venir à des ateliers, essayer de découvrir le numérique quand on n'a ni smartphone, ni tablette, ni ordinateur chez soi, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est d'avoir un prêt au départ qui peut ensuite permettre un achat en fonction des revenus par la suite. On a aussi mis en place des formations pour les
pour les bénévoles et les personnes accompagnées, donc ça c'est assez nouveau, sur la posture d'accompagnement numérique, puisque c'est pas forcément. L'idée c'est d'être encadré par les pairs, on n'a pas de professionnels aujourd'hui, en tout cas pas dans les Hauts-de-France et très peu, à ma connaissance, en tout cas dans les autres régions, de professionnels qui viennent donner des cours d'informatique aux personnes âgées, ni aux bénévoles, mais c'est bien les bénévoles et les personnes accompagnées qui s'entraident autour de ce projet-là. On a fait le choix, par contre, de mettre en place des formations pour les aidants sur la posture d'accompagnement et sur comment on peut faire pour aider, sur l'inclusion aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup Thomas, c'était très complet. Et en parlant du coup de questions, donc une première pour Jérémy. Quel est le nom de l'espace de travail partagé dont tu parlais tout à l'heure? Oui, tout à fait, excusez-moi de ne pas l'avoir évoqué. Du coup, il s'agit tout simplement de Microsoft Teams. Et après, c'est simplement, en gros, on a plusieurs canaux. Donc, on a des canaux qui sont internes et puis des canaux qui sont partagés. Et ce qui n'est pas trop mal, pourquoi on a choisi Microsoft Teams, c'est que ça permet d'avoir sur le même espace un espace de partage de fichiers, un espace de discussion, un espace de visioconférence, tout en un seul outil. Et c'est aussi un outil qui permet d'avoir beaucoup de licences différentes et beaucoup d'accès qui peuvent être variés. Du coup, ça permet à la fois de certains d'avoir des agendas et des calendriers et des mails et d'autres pas tout ça et certains juste l'espace de discussion. Et donc, cette modularité qu'on peut avoir, même si c'est un petit peu plus difficile à prendre en main. Et en plus, ça permet aussi, Teams permet aussi de l'avoir à la fois sur téléphone, à la fois sur navigateur web, à la fois sur application PC. À la fin, voilà, ça permettait d'avoir ce mix assez flexible en termes d'options qui correspondant à nos besoins qui étaient un petit peu compliqués. Et puis aussi le fait étant que voilà, c'était un outil dans lequel on travaillait beaucoup, notamment avec OneDrive derrière, qui nous permet aussi d'avoir des drives partagés qu'on peut partager avec tout le monde. Donc voilà, c'était un bon mix en termes d'options proposées, etc. La seule difficulté que j'évoquerais peut-être avec cet espace, c'est potentiellement la prise en main qui, au début, peut faire parfois un petit peu peur et qui prend un petit peu plus de temps que certains autres outils qu'on peut avoir. Par exemple, avant, on fonctionnait avec des groupes Facebook. Il y a 3-4 ans, on a un peu abandonné ça pour avoir un outil un peu plus complexe, mais qui nous permet d'avoir plus d'options différentes. Super, merci beaucoup pour la clarification. Donc, une autre question, cette fois pour Guillaume. Quid des conseillers numériques France Service? Sont-ils et sont-elles inclus dans la cartographie et les réseaux? Alors, c'est une excellente question qui n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Alors, plutôt oui, puisque pour ceux qui ne connaîtraient pas le dispositif, les conseillers numériques France Service, il y en a environ 4000. Ils sont en train de rentrer dans les milieux inclusion numérique en étant rattachés à différents types d'employeurs. Hein. C'est un dispositif qui a été mis en place par l'État avec la collaboration d'employeurs et c'est surtout porté par l'Agence nationale de cohésion des territoires et la Banque des territoires. Ils sont donc au-delà de leurs employeurs maintenant et de plus en plus accompagnés en tant que réseau de conseillers numériques. Et nous, on a un enjeu énorme, hein, ces conseillers, c'est de les raccrocher finalement et de les faire fonctionner en réseau aussi avec les organisations qui travaillent sur l'inclusion numérique dans les territoires, hein, assos, coopératives ou autres, et avec les médiateurs numériques historiques du secteur. Alors, ils ont une cartographie. Si vous tapez conseiller numérique France Service et cartographie alors, on a parlé de Microsoft, je vais donner une autre marque, on va parler de Google. Voilà, faut taper dans le moteur de recherche ces mots. Alors, je n'ai plus l'URL exacte, mais une cartographie spécifique pour les conseillers numériques où on peut voir les endroits où ils sont localisés. C'est assez bien fait. Donc, ça permet d'être lié à ça et on réfléchit à tout un tas de sujets avec la NCT notamment pour essayer de voir si on ne peut pas aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Je sais qu'ils ont déjà de manière assez avancée des travaux autour des prises de rendez-vous pour les particuliers, même avec certains des conseillers numériques. Donc, tout ça se met en place, la carto existe, voilà, mais par contre, sur le fait de les inclure au réseau historique, on a encore du travail, mais on est dessus. Merci Guillaume. Alors, plusieurs questions autour du coup du financement des projets numériques, puisqu'en effet, donc, Teams est payant. Est-ce que certaines veulent témoigner, ou peut-être Jérémy qui est plus du coup spécialisé
plus référence sur TIFF, mais peut-être Juliette, oui, sur la question du financement des projets numériques. Oui, alors c'est pas pour faire la pub pour Solidatech spécifiquement, mais vous avez au catalogue du coup sur solidatech.fr la possibilité d'avoir un abonnement au moins Office 365 gratuitement. Donc c'est la version en ligne de Microsoft, donc gratuitement pour les associations. Il suffit de vous inscrire au programme Solidatech, c'est gratuit. Et vous pourrez demander votre jeton. Enfin, il y a un système de jetons, de récupérer ensuite votre licence chez Microsoft. Et donc, vous pourrez l'avoir gratuitement. Et on a un service de hotline qui est disponible au téléphone 4 jours par semaine en cas de besoin aussi pour récupérer les licences sur vos ordinateurs. Donc, je vais mettre le lien solidatech.fr peut-être dans le chat si vous voulez aller voir. Merci beaucoup, Juliette. Et pour rappel, c'est vrai que tous les liens vous seront renvoyés, tous les outils qu'on a pu mentionner vous seront renvoyés après le webinaire. Jérémy, je te laisse la parole. Oui, je n'avais pas grand-chose de plus à dire. En effet, ça coûte de l'argent. C'est quelque chose que nous, on a choisi de mettre dans nos frais de fonctionnement parce que ça nous semblait important de pouvoir se baser dessus pour travailler, mais c'est des coûts importants. Et certaines de nos associations de notre réseau se tournent plus vers Slack, notamment, ou grâce à Solidatech, justement. Il y a des possibilités de l'avoir sous version gratuite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers Solidatech. Juliette a très bien parlé. Très bien. Eh bien, merci. Guillaume, tu lèves la main, est-ce que tu veux intervenir? Ouais, je me permets, on parle du coup de Teams et de Slack, qui sont des solutions qu'on utilise aussi, mais qui sont propriétaires. Si vous voulez vous tourner vers du libre et des solutions gratuites, notamment, l'équivalent de Slack, ça s'appelle Mattermost, ça s'utilise hyper bien, c'est plutôt très simple. Et je sais que voilà, beaucoup d'acteurs de notre secteur l'utilisent et voilà, il ne faut pas hésiter pour se tourner vers ces solutions-là ou pour des besoins plus ponctuels vers les solutions proposées par Framasoft, qui sont libres aussi et qui ne conservent pas vos données. Ouais, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des participants qui essaient de lever les mains. Malheureusement, on ne peut pas vous donner la parole. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, n'hésitez pas à passer par les questions-réponses. Alors, il y a une question sur Mattermost. Est-ce qu'il faut un serveur pour utiliser Mattermost? C'est la seule petite difficulté, effectivement. Il faut l'installer sur un serveur, mais je crois que c'est assez bien accompagné. Nous, on n'est pas des grands techniciens ici et les équipes l'utilisent sans problème. Paradoxalement, même si on rassemble des acteurs de l'inclusion numérique, ici, voilà, on n'est pas des grands geeks non plus et on s'en est très bien sortis pour faire travailler nos réseaux ensemble là-dessus. Voilà, donc nous, on conseille plutôt. Et je crois que c'est assez accompagné, même si vous regardez des vidéos, tout ça. Enfin, il y a des choses qui l'expliquent. Une question libre également. Que pensez-vous de Discord pour la messagerie instantanée, la visio? Si quelqu'un en a déjà fait l'utilisation, Juliette peut-être? Je ne l'ai pas utilisé personnellement. J'en ai eu des bons retours par des personnes qui étaient déjà assez ancrées sur le numérique et c'était un peu compliqué d'utilisation, je crois, pour des personnes qui avaient un peu plus, qui étaient un peu plus éloignées. Donc ça dépend du niveau des utilisateurs, je dirais. D'accord. Jérémy, je te voyais hocher la tête. Est-ce que vous avez déjà utilisé? Ouais, nous, c'est pareil, un outil qui est utilisé par beaucoup d'associations qui, de base, avant d'être designé pour des associations, est destiné pour des personnes qui jouent aux jeux vidéo. Donc, d'abord, les jeunes ont pris ce biais-là avant de l'utiliser pour autre chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet d'avoir plusieurs canaux, pareil, avec pas mal de droits, etc., avec une application, etc., mais qui nécessite un petit peu de compréhension et qui n'est pas forcément facile au début. On est très polyvalent, permet beaucoup de choses et gratuit, etc. Donc une solution intéressante. Très bien. Eh bien, merci à toutes et à tous. Nous arrivons donc à la fin de ce temps de questions-réponses. Il nous reste maintenant à conclure. Et je vais conclure du coup sur une ouverture vers notre événement Droit de cité qui se déroule lundi prochain, le 4 juillet, à la Cité internationale à Paris. Et donc, il sera aussi question d'inclusion puisqu'il y aura des ateliers, notamment le matin, qui traiteront d'inclusion dans les associations. Donc voilà. Donc, encore une fois, je le rappelle, ce webinaire prenait
avait lieu dans le cadre donc, de l'Inclusiscore, un outil, une formation même presque portée par le mouvement associatif, soutenu par le ministère de l'Éducation, la DILCRA, la Fondation de France, le groupe UP, l'ANCT et Quorum. Et nous vous enverrons les ressources après la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à suivre le mouvement associatif sur ces différents réseaux pour être tenu au courant également des prochains webinaires qui auront pour thème l'inclusion sur d'autres formats, égalité femmes-hommes, etc. Encore une fois, merci à nos intervenants, donc Juliette, Diane, Jérémy, Thomas et Frédéric. C'était un plaisir de passer ces 2 heures avec vous. Et puis, peut-être que nous en repasserons ensemble. Et je vous souhaite à toutes et à tous donc une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.